C'est un peu comme si on avait préparé son navire, affûté ses voiles, calculé les coordonnées exactes de sa destination. Et là, surprise, Voilà, on découvre que l'océan sur lequel on navigue s'est soudainement évaporé. et qu'il a été remplacé par quelque chose de totalement inconnu. Exactement. Tout notre équipement ne sert absolument plus à rien. Et c'est vraiment ce vertige qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. Une exploration qui part d'un document assez fascinant. C'est clair. On a sous les yeux un texte daté d'aujourd'hui même, le 15 avril 2026. Ça s'intitule « Une parole habitée par une vie ». Un très beau titre d'ailleurs. Ah ouais, magnifique. Et au premier abord, c'est une transcription, un échange entre 3 personnes. On a Alain, Lia et Marie-Noël. Et ils partent d'une question ultra pragmatique, l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de demain. Ce qui est la question que tout le monde se pose en ce moment. Tout à fait. Mais très vite, ce point de départ très technologique, il bascule. L'analyse de l'IA se métamorphose en une véritable autopsie de notre condition humaine, quoi. Ça expose à vif le fossé générationnel, la quête de sens. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'illusion initiale du texte, c'est de nous faire croire qu'il parle de technologie. Alors que pas du tout. En réalité, il utilise la technologie comme un miroir. Alain, il pose la question des emplois d'avenir face à l'automatisation, et l'IA lui répond avec cette métaphore maritime dont tu parlais. Chercher les métiers de demain avec les règles d'hier. C'est scruter l'horizon alors que l'eau elle-même est en train de changer de nature, oui. Son postulat central, c'est que l'IA ne vient pas simplement remplacer un métier A par une machine B, c'est un séisme beaucoup plus profond. En fait, elle déplace la valeur. C'est-à-dire, Historiquement, le marché du travail valorisait la capacité à calculer, tu vois. Organiser des données, répéter des tâches avec précision. Aujourd'hui, la machine fait ça avec une efficience qui est tout simplement hors de portée de l'humain. donc l'automatisation engloutit tout ce qui est prévisible. Exactement. Et par un effet de vase communicant, ça laisse intact et ça survalorise même tout ce qui échappe au code. La valeur économique et sociale se déplace vers cette profondeur humaine irrésoluble. Et bon, décortiquons tout ça parce que l'IA cartographie ce déplacement à travers ce qu'elle appelle les 4 vents de l'avenir. Et le premier vent, elle l'appelle les artisans du numérique. Une expression qui pourrait faire penser à des simples codeurs. Bah oui, on imagine direct des ingénieurs réseau ou des développeurs, quoi. Mais sa définition est beaucoup plus subtile. Elle parle de traducteurs. Ce sont des gens qui se tiennent exactement à l'interface entre le chaos de l'intuition humaine et la rigidité de l'algorithme. Donc ils se contentent pas d'écrire des lignes de code. Non, ils sculptent des requêtes. Ils adaptent notre complexité pour que l'IA puisse la traiter, puis ils retraduisent le résultat pour que ça ait du sens pour nous. Parce que l'IA, aussi puissante soit-elle, n'a aucune intention propre. Elle a besoin d'une impulsion. Voilà, une direction. Et ces artisans fournissent l'intentionnalité qui lui manque. Mais le deuxième vent nous emmène sur un terrain radicalement différent, beaucoup plus intime en fait. Le vent du soin. L'attention à l'autre. C'est ça. Le texte pose une distinction vraiment chirurgicale entre l'acte technique et l'acte relationnel. Elle prend l'exemple médical. Un algorithme, nourri par des millions de dossiers, peut analyser une radio et établir un diagnostic avec un taux d'erreur presque nul. Largement inférieur aux meilleurs spécialistes, c'est clair. La machine peut diagnostiquer, oui, mais la machine ne peut pas consoler. Ça frappe fort. Parce que annoncer à un patient que sa vie va basculer, Entendre son silence, ajuster son regard. tenir cet espace émotionnel. Aucun réseau de neurones ne peut simuler ça d'une manière qui ait une vraie valeur pour celui qui souffre. La consolation devient une richesse rare, un produit de luxe dans un monde hyper automatisé. Le soin, c'est plus juste une série de gestes cliniques, c'est un pur transfert d'humanité. Ce qui nous amène au troisième vent, la créativité. Et là, c'est fou parce que l'IA pointe un paradoxe qui frappe en plein cœur l'industrie culturelle actuelle. Avec l'IA générative, Ben oui, une IA peut te pondre un tableau ou une symphonie en 3 secondes. On pourrait se dire, les artistes sont finis, quoi. et pourtant, le document soutient l'exact inverse. Plus l'acte de produire devient instantané et gratuit, plus l'authenticité devient précieuse. Ce qu'on va chercher dans l'art de demain, c'est l'incarnation. La sueur, le sang, l'effort de celui qui a créé. La beauté synthétique est parfaite, mais elle est vide. La beauté humaine est imparfaite, mais elle est habitée. Ce qui encadre tout ça, c'est son 4e vent, le discernement. Bittique, la philosophie. Historiquement, le frein à l'innovation, c'était la technique. On se demandait toujours que peut-on faire. Sommes-nous capables de construire ce truc Voilà, aujourd'hui cette barrière s'effondre. On peut pratiquement tout générer, donc l'urgence n'est plus capacitaire.
La question devient, que doit-on faire? Pour éviter de se détruire soi-même avec notre propre puissance, en fait. Moi, cette vision des 80, ça me ramène toujours à l'invention de la calculatrice. Ah oui, l'analogie de la calculatrice scientifique. Bah oui, quand les ingénieurs ont commencé à utiliser ça à la place des vieilles tables de logarithmes, ça a réglé le problème de l'arithmétique pure, hein. La machine te calcule la résistance des matériaux en un quart de seconde. Mais elle ne décide pas quel pont on doit construire. Exactement. Elle ne te dit pas au-dessus de quelle rivière on doit passer ou pour relier quelle communauté. Le comment est sous-traité à la machine, donc on est acculé à assumer le pourquoi. L'humain est dépouillé de la mécanique pour affronter sa responsabilité. Le texte parle même de métier hybride. Le médecin équipé de l'IA pour le diagnostic, il gagne du temps pour se consacrer à la dimension psychologique. Mais attends, il faut qu'on s'arrête une seconde là. Je me fais l'avocat du diable, mais quand je lis l'IA, je trouve ça d'une poésie folle, sauf que c'est quand même d'une naïveté déconcertante, non? C'est-à-dire? On va pas prendre des millions de travailleurs de la logistique ou de l'administration qui font des tâches répétitives et les transformer par magie en éthiciens de haut vol ou en soignants ultra empathiques du jour au lendemain. Conceptuellement, c'est beau, mais socialement, c'est d'une violence inouïe. Le texte ne nie absolument pas cette violence. Au contraire, l'analyse de l'IA n'est pas un plan politique rassurant. C'est clair. C'est une cartographie sismologique. Elle montre où sont les failles. Si on a passé un siècle à formater des travailleurs pour agir comme des machines disciplinées, l'arrivée d'une vraie machine provoque un effondrement. Le modèle du rouage est mort, quoi. Voilà. Le défi n'est pas de reconvertir tout le monde en philosophe, mais d'accepter cette mort. Et c'est cette tension, cette impossibilité perçue de faire la transition qui provoque la vraie bascule émotionnelle du document. Et quelle bascule? Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'un coup, on quitte la prospective froide, quand Alain, le premier interlocuteur, lâche le morceau. Il révèle son âge. 71 ans. Sa question sur le travail, elle n'était pas pour lui. Il cherche pas à se reconvertir, le gars. Il pose la question pour les jeunes. Et ce qui ressort, c'est un chagrin immense, une angoisse existentielle. Il parle d'une génération perdue, la fameuse Lost Generation. Des jeunes confrontés à un vide total, oui. Les valeurs d'hier marchent plus et ils n'ont rien de nouveau pour s'accrocher. Pour conceptualiser ce vertige, l'IA cite une notion très puissante attribuée au philosophe Antonio Gramsci. Le clair-obscur, c'est ça. Exactement. Elle rappelle cette phrase « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Ça fait froid dans le dos. Gramsci, les récits politiques n'ont plus de crédibilité face à la technologie et l'écologie. Mais les nouvelles institutions ne sont pas encore là. On flotte au milieu du gué. Et Alain, ces monstres dont parle Gramsci, il les voit dans la dépression et le repli des jeunes. C'est comme des navigateurs, pour reprendre l'image de l'océan. Les étoiles qui guidaient les anciens, tu sais, le travail acharné, la foi dans le progrès, tout ça s'est éteint. Les repères ne brillent plus. Et les nouveaux phares n'ont pas encore été construits. Quand on voit des jeunes en colère ou apathiques, on dit qu'ils refusent de naviguer. Mais en fait, le ciel est noir et la carte est vierge. La souffrance d'Alain vient de cette impuissance. Il fait partie du vieux monde qui a éteint les étoiles, mais il ne sait pas allumer les phares. Mais l'IA refuse l'étiquette de génération perdue. Oui, elle trouve ça trop fataliste. Elle dit qu'ils sont désaffiliés. Et cette nuance change tout. C'est presque un mécanisme de défense immunitaire, non? Ils refusent de s'affilier parce qu'ils détectent l'incohérence. Imagine un jeune qui entre dans une multinationale. Des affiches partout sur l'éco-responsabilité, la bienveillance. Le fameux greenwashing. Et le social washing, oui. Mais en vrai, le jeune voit que les décisions sont dictées par des algorithmes qui compressent les coûts humains au centime près. Il se perd pas. Il observe juste l'hypocrisie et il se désaffilie lucidement de cette loyauté toxique. Il refuse de boire à une source empoisonnée. L'IA note d'ailleurs, avec un peu d'ironie, que c'est pas une anomalie historique. Ah oui, le complexe de Socrate. Voilà. Dans l'Athènes antique, Socrate se plaignait déjà des jeunes qui manquaient de respect et rejetaient les valeurs. C'est une constante anthropologique. Mais attends, si c'est une constante, si c'est juste le même vieux disque rayé du conflit générationnel, pourquoi on ressent une angoisse aussi forte aujourd'hui? En quoi c'est si différent du rébellionisme des années 60? Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, la différence fondamentale, c'est l'accélération. Le diagnostic de l'IA est clinique. L'accélération du temps. Oui, avant, le monde changeait, mais à un rythme qui permettait de digérer les mutations. Le temps de latence était gérable. Aujourd'hui, avec l'IA, le territoire se modifie beaucoup plus vite que notre capacité à dessiner des cartes. Ça détruit le mécanisme de transmission.
Alors qu'est-ce qu'il reste quand les grandes leçons morales tournent à vide? L'IA propose la réponse qui donne son titre au document. Une parole habitée par une vie. Ah, on y arrive. Dans un monde où l'IA générative rend le langage gratuit et reproductible, le discours pur ne vaut plus rien. La rhétorique est dévaluée. Une machine peut te pondre un sermon éthique parfait en 2 millisecondes. Exactement. Ce qui redonne de la densité, c'est l'incarnation. Le sens se transmet par la manière dont on vit au quotidien. Elle appelle ça la contagion silencieuse. La fameuse contagion silencieuse. Face au radar anti-bullshit des jeunes, les discours ne servent à rien. La seule chose qui ne peut pas être deepfakée, c'est la preuve par l'existence. Agir avec intégrité, même quand c'est dur, même quand c'est pas rentable. C'est l'antidote à la désaffiliation. Et c'est là que le dialogue connaît sa dernière grande mutation et qu'on quitte la sociologie pour atteindre une dimension purement existentielle avec Marie-Noël. La troisième voie, oui. Elle écoute la souffrance d'Alain et elle a cette référence biblique. Le retrait de Jean-Baptiste, je crois. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Elle salue l'humilité d'Alain qui accepte de s'effacer pour les jeunes. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle prend la théorie de Gramsci, l'interrègne, le clair-obscur, et elle la fracasse complètement. Son apport, c'est de déconstruire la chronologie. Gramsci disait que le clair-obscur est un couloir transitoire entre un monde A et un monde B. Un mauvais moment à passer, quoi. Voilà. Marie-Noël, elle postule que l'ancien et le nouveau monde n'existent pas chronologiquement. Le clair-obscur n'est pas une crise passagère, c'est le milieu naturel et perpétuel de la vie sur Terre. On a toujours été dans la pénombre. Alors qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Parce que le changement de paradigme est total. Ça pulvérise 2 illusions. La nostalgie toxique d'un âge d'or passé qui n'a jamais existé. Et la croyance en une utopie technologique future, où la machine dissiperait enfin les ténèbres. Les deux sont faux. Le chaos est notre habitat naturel. Et Marie-Noël expose une grille de lecture spirituelle pour habiter cet inachevé. Dans sa perspective chrétienne, et le texte le présente très sereinement, ce clair-obscur est éclairé ponctuellement par l'amour, ce qu'elle appelle la présence du Christ. Et bien sûr, que l'on adhère ou non à cette vision religieuse, l'impact intellectuel sur le débat est majeur. Absolument, car cela soulève une question cruciale sur notre rapport à l'action. Ça nous invite à cesser d'attendre la fin de la tempête. Exactement. Tant qu'on perçoit ça comme une transition, on se dit on ferme les volets et on attend que ça passe. Ou que la tech nous sauve. Alors que l'urgence, c'est d'accepter l'obscurité comme toile de fond et d'y injecter de la lumière tout de suite, par nos actes. On ne se prépare pas à vivre demain. On vit aujourd'hui, dans la pénombre. En parcourant cet échange du 15 avril 2026, on réalise la richesse de ce voyage intellectuel. On est parti d'une question banale sur les métiers d'avenir pour comprendre que l'IA nous pousse vers l'humain dense. Le soin, la créativité, le discernement. On a traversé ce chagrin du clair-obscur, de cette jeunesse désaffiliée qui réclame des repères dénués d'hypocrisie, pour finalement arriver à cette nécessité de la contagion silencieuse. Il faut incarner plutôt que déclamer. C'est le mot de la fin. Et d'ailleurs, pour clore notre réflexion et prolonger le débat pour ceux qui nous écoutent, il y a une dernière pensée qu'on peut tirer de tout ça. Je t'écoute. On sait que l'intelligence artificielle finira probablement par maîtriser à la perfection toutes les formes de discours articulés. Elle saura écrire des textes bouleversants d'empathie, elle maîtrisera la rhétorique mieux que le meilleur des orateurs humains. Tout le langage verbal pourra être imité. C'est quasiment déjà le cas, ouais. Alors si c'est vrai, est-ce que le silence de l'être humain, accompagné de son action humble et constante au quotidien, ne deviendra pas, à terme, la toute dernière monnaie de confiance de notre société ? Est-ce que ce silence incarné ne sera pas la seule preuve d'humanité qu'il sera rigoureusement impossible de contrefaire ? C'est une question qu'on vous invite à méditer, parce que la vraie lumière à l'avenir ne viendra probablement pas de nos écrans, mais de la cohérence de nos vies.